Maintenant tu vas faire demi-tour. Mais il fallait rien faire dans ce cas, donc il faut y aller. Je vais revenir 2 secondes sur l'époque Rude Lion, Bogotop, etc. Moi, j'ai pu lire le livre de Raphaël Malkin. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? Ouais, le flamboyant, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Donc, qu'est-ce que toi, t'as retenu de cette époque-là de Rude Lion? Parce que moi, j'ai lu le livre et à la fin, il parlait d'une jeune Juliette qui est arrivée dans le milieu, etc. Donc, je me suis dit, non, c'est pas Juliette Fievet. Mais ben si, c'était Juliette Fievet. Donc, qu'est-ce que toi, t'as retenu de Qui cette t'a époque-là? confirmé que c'était moi? C'est ce qui est drôle, beaucoup de gens se posent la Je suis allé fouiner, disons que j'ai des sources. la secte t'as vu là, Ah, exactement. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette période-là? Oh là là. Mais tellement de choses en fait. Moi, j'ai pas rentré dans les gossips privés, etc. Bien sûr, surtout pas. C'est pas le but, c'est pas le but. Ce que je peux te dire, c'est que effectivement, c'est bien que ce bouquin se soit fait. Je regrette qu'on ne parle pas assez de Kemar, en fait, de Rude Lion, que les gens ne savent pas qui il était. Il a réellement créé le premier label urbain indépendant en France, en Europe même, Ghetto Youth Progress, en 94. Exactement. Il a fait la compile qu'elle est avec. Il était à la fois dans le rap, dans le dancehall avec Tonton David, etc. Avec Mélas, dans des trucs plus variés, plus R&B. Et pas seulement ma petite entreprise de bashing, c'est lui. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et en même temps, quand je vois tous les gamins aujourd'hui qui parlent de pousser des litrons, tu vois, monter en l'air un mec, etc., ça me fait toujours, ça m'amuse beaucoup parce que le seul mec dans le rap qui était vraiment dans la street et qui était aussi dans la musique, c'était Kemar, tu vois. D'accord. Et tout ce que je peux dire, ouais, c'est que c'est une légende qui manque au rap parce que je pense que il avait un côté assez extrémiste. Authentique aussi. Mais ouais, mais c'est il était tellement authentique qu'en fait, il en devenait extrémiste. D'accord. Mais du coup, c'est quelqu'un avec qui tu trichais pas en fait. Et ce game est truffé de gens qui trichent, de savoir-faire et le faire savoir. C'est celui qui fait le plus savoir, pas forcément celui qui fait, etc. Et lui, il était tellement juste qu'en fait, je trouve que notre game manque de gens authentiques comme lui. Tu vois, après, personnellement, évidemment, il manque beaucoup. Bien sûr, j'imagine. Je lui suis reconnaissante à jamais, simplement parce que moi, j'ai appris ça par la suite, des années plus tard, qu'en fait, il allait mettre des coups de pression à des gens avec qui j'ai même pas de story, que je connaissais même pas, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai jamais eu de story en fait avec les gens. Mais réellement, avant que ça arrive, il allait voir les gens en leur disant, elle là, si vous la touchez, vous êtes mort en fait. Et l'air de rien. Et puis il allait vanter mes mérites auprès de gens, et ce sont des choses que j'ai appris peut-être 10 ans après sa mort. Tu vois. Et donc je sais que lui a vachement contribué. Il a cru en moi. Très protecteur. Très protecteur. Mais aussi, voilà, ce truc de croire en moi. Il a cru en moi comme très peu de gens ont cru en moi en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je ne peux que lui être reconnaissante, et ça reste l'une des figures qui manque vraiment au rap, de par, je te dis, son authenticité et sa créativité aussi, quoi. Bien sûr, de fou. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et justement, moi, d'un point de vue extérieur, enfin, tout ce que tu viens de citer là de Rude Lion, justement, c'est des choses que j'ai l'impression que tu as conservé. Ouais. L'authenticité. Je t'en parlais tout à l'heure, même un peu en off, etc. Tu dégages vraiment une bonne vibe, une bonne énergie. Merci. Et puis c'est vraiment tout à ton honneur. C'est vraiment tout à ton honneur, merci Juliette. Beaucoup. Donc aussi, tu as été manageuse par la suite de Kerry. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, l'époque Kerry James, etc. Surtout, c'était quelle période précisément? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai managé Express D, tu vois. Donc, je me suis occupée de Bogotop, j'ai managé Express D. Ensuite, on a signé Express D en maison de disque indépendante parce que Kurtraf, c'était quand même l'époque où il y avait des grosses bavures, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Kurtraf avait égorgé le pitbull de... Non, faut pas dire ça ici. Faut pas dire ça ici. Ah pardon. C'était une petite bavure. Tranquille ou bulou, je pense qu'MCM s'en souviendra jamais. Mais, d'accord. Mais en fait, vraiment, c'était ça. C'était, tu vois, le choc des mondes entre les maisons de disques et les mecs qui sont du Mantes-la-Jolie, Cassos, Gang. Tu vois, Kurtraf, c'est un mec du bendo, quoi. Donc... t'as le choc des mondes à l'époque, et bon, bah, tu vois, ça se passe mal avec Universal, et du coup, Express D se retourne vers, et surtout Weedy, vers un grand monsieur qui a été mon mentor, Patrick Leoni, qui à l'époque avait un label qui s'appelait Night and Day, et dans lequel il avait signé le premier album de Rof, et il avait signé les Guet-Apens. Tu te souviens de Guet-Apens, Weedy et Tintin, tu vois? Bien sûr. Et Weedy, bon, t'as vu, on n'a plus de maison de 10, donc on va aller voir Patrick, qui avait mis son label chez Mediaset, qui était une grosse maison disque indépendante. Pour te donner l'équivalent 2.0, c'est Believe, quoi, tu vois. Ok. Donc,
110 salariés, tu vois. Et Patrick Colleoni était directeur de label et chef de projet. Vieux jazzeux, mec super rock'n'roll qui buvait du cognac avec Gourou dans des clubs de jazz à 3h du matin, tu vois ce que je veux dire? Et qui dit, ok, les mecs, Chine Express dit. Et du coup, moi, je rencontre Patrick. À l'époque, il a un job de chef de projet qui se libère. Moi, ça faisait quand même 3 ans que j'étais en indépendante dans le bendo. Je sais pas comment te dire. D'accord. Financièrement et tout ça, à un moment donné, tu as besoin d'une stabilité. Bien sûr. Donc, du coup, je suis rentrée en maison de disque. Patrick Colleoni m'a donné un job et m'a appris le métier du disque, de l'industrie d'une façon, tu vois, plus justement, plus industrialisée en fait, et en même temps toujours avec un esprit indépendant. Et dans cette maison de disque, je me suis occupée mais de plein d'artistes, de Sean Paul, Capleton, Bounty Killer, etc., tout ça, tu vois. J'ai quitté cette maison de disque, je sais plus, quelques années plus tard, et j'ai monté une boîte dans laquelle je faisais de la prod, de l'édition, du management. J'ai eu jusqu'à 9 salariés, mais c'est pas mon délire.